Si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, le chaos le fera pour toi. Aussi simple que ça. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est un avertissement. Parce que lorsque tu ne décides pas où tu vas mettre ton énergie, le monde décide pour toi. Et ce que le monde veut n'est pas toujours ce dont tu as besoin. T'en es-tu rendu compte ? Organiser ta vie ne se résume pas à faire des listes, à t'acheter un bel agenda, ni à répéter des phrases motivantes. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui t'a maintenu dans l'immobilisme. C'est te regarder dans le miroir et dire « J'en ai assez de ce désordre mental, émotionnel et physique qui me fait perdre le respect de moi-même. » Ta vie est comme une maison, et peu importe sa taille, si elle est en désordre, on n'y vit pas bien. Chaque tâche en suspens que tu ignores, chaque habitude que tu repousses, chaque décision que tu ne prends pas, c'est un sac de déchets accumulés dans le couloir. Et si tu ne nettoies pas tout pourri, le temps, la concentration, l'estime de soi, la motivation, tout. Ce n'est pas un script pour devenir parfait, c'est pour devenir libre. Libre des excuses, libre du chaos mental, libre de la validation externe, libre de l'autosabotage déguisé en « c'est comme ça que je suis ». Ici, tu ne trouveras pas de formule magique, tu trouveras la vérité, dure, directe et utile. 8 leçons stoïciennes qui vont te pousser à faire ce que tu sais que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. Parce que mettre de l'ordre dans ta vie n'est pas pour impressionner qui que ce soit. C'est pour pouvoir regarder ton reflet et dire « Maintenant, oui, je construis quelque chose qui en vaut la peine ». Reste jusqu'à la fin si tu es prêt à arrêter de te cacher derrière le désordre et à commencer à te respecter par des actions. Parce que le respect ne se demande pas, il se construit. Et tout commence de l'intérieur. 1. Prends le contrôle dès la première minute de la journée. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Au réveil, il est agité, plein d'énergie, cherchant une direction. Si tu ne le montes pas, la peur, la paresse ou l'habitude le feront. Et crois-moi, ces cavaliers ne t'emmèneront nulle part où tu voudrais être. La première minute de la journée n'est pas un détail, c'est la première bataille. Et si tu la perds, tu as déjà commencé à céder du pouvoir. Beaucoup de personnes se lèvent avec l'âme en pause, entraînées par le bruit du téléphone, par la pression de l'horloge ou par la routine automatique de toujours. Elles ne décident pas comment commencer. Elles réagissent simplement. Elles réagissent aux messages, à l'urgence, à la fatigue, aux excuses qu'elles répètent depuis des années sans les remettre en question. Mais quelqu'un qui veut changer sa vie ne peut pas se permettre ce luxe. Parce que le début de ta journée n'est pas une formalité. C'est un moment sacré où tu définis si tu vas vivre avec intention ou si tu vas être poussé par ce qui vient. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait que nous devons nous lever avec l'intention d'agir comme des êtres humains dignes. Non pas pour plaire à quelqu'un, non pas pour prétendre être quelqu'un, mais pour remplir le devoir le plus basique, maîtriser ton esprit avant que le monde ne le contamine. Parce que le monde va toujours t'offrir de la distraction, du bruit, des plaintes, du drame et de la validation bon marché. Mais seulement si tu n'es pas en contrôle dès la première minute. Tu choisis si la première chose que tu fais est d'ouvrir un écran ou d'ouvrir l'esprit. Si tu vas directement consommer ce que les autres pensent, ou si tu respires, remercie et te concentres sur ce que tu veux construire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de 3 heures de méditation ni d'un rituel parfait. Tu as besoin de prendre une décision ferme, que dès le premier moment de la journée, tu es aux commandes, et cela s'entraîne. Lève-toi avant ce qui te convient. Non pas pour souffrir, mais pour te montrer à toi-même que tu ne négocies plus avec ta faiblesse. Fais quelque chose pour toi avant de faire quelque chose pour les autres. Lis, réfléchis, planifie, fais de l'exercice, écris ce que tu ne veux pas oublier. Mais fais-le avec intention. Le corps s'habitue, l'esprit s'aligne. Et avec le temps, cet acte de maîtrise personnelle devient une habitude qui te soutient dans les jours difficiles. Beaucoup veulent du respect, veulent de la force, veulent être pris au sérieux. Mais ils ne peuvent même pas gagner la première heure de la journée. Comment veux-tu conquérir le monde si tu ne peux même pas te lever sans te plaindre? Comment vas-tu être discipliné si la première chose que tu fais est de te livrer à la paresse?
Le respect de soi commence là, dans ce premier geste silencieux que personne ne voit, mais qui change tout. Commence ta journée comme quelqu'un qui a une mission, pas comme quelqu'un qui survit aux circonstances. Chaque matin est une opportunité de te rappeler que tu décides comment tu vis, ce que tu fais et où tu vas. Ne le laisse pas aux mains du hasard ou de la paresse que tu traînes depuis des années. Dès que tu ouvres les yeux, ton attitude est déjà en train de construire ou de détruire. Il n'y a pas de juste milieu. La première minute de la journée peut sembler insignifiante, mais elle est le gouvernail de tout ce qui vient après. Si tu la prends fermement, le reste de la journée a une direction. Si tu la gaspilles, tout devient plus lourd. Tu décides si tu domines le cheval ou si tu le laisses te traîner. Et dans cette décision commence le véritable respect de toi-même. 2. Élimine ce dont tu n'as pas besoin sans demander la permission. Ta vie est comme un sac à dos que tu portes tous les jours. Le problème n'est pas le chemin, c'est le poids que tu choisis de porter. Et si tu continues à accumuler des choses, des personnes, des habitudes et des pensées qui n'ont plus leur place dans ce que tu construis, tu ne vas pas avancer, tu vas te traîner. Beaucoup ne sont pas fatigués de vivre, ils sont épuisés de porter ce dont ils n'ont pas besoin. Mais ils continuent à le faire, par peur de lâcher prise, par habitude ou pour ne déranger personne. Voici une vérité inconfortable. Ce qui ne t'apporte plus rien te gêne. Point. Et tu n'as pas besoin de te justifier, ni de demander la permission, ni de l'expliquer avec un sourire. Il y a des choses qui ont simplement terminé leur cycle. Des personnes qui n'ont plus de place dans ta nouvelle version. Des routines qui te sabotent seulement. Des pensées que tu répètes par inertie, non parce qu'elles te servent, mais comme tu as appris à être complaisant, à ne pas faire de bruit, à tout garder en place même si cela te tue à l'intérieur, tu finis par être piégé dans une vie que tu n'as pas consciemment choisie. La philosophie stoïcienne ne consiste pas à réprimer les émotions ni à vivre une existence vide. Il s'agit de savoir choisir avec sagesse, d'éliminer l'excès pour se concentrer sur l'essentiel. Épictète disait que si tu veux être sage, tu dois commencer par mettre de côté ce qui ne contribue pas à ta croissance. Non pas ce qui te divertit, non pas ce qui te flatte, mais ce qui te transforme. Parce que parfois l'obstacle n'est pas devant toi mais au-dessus, et il ne s'enlève qu'en lâchant prise. Mais bien sûr, lâcher prise fait mal. Parce que lâcher prise implique de faire face à ce que tu as évité. Cela implique d'admettre que tu n'es plus le même et que tes priorités ont changé. Cela implique de décevoir ceux qui s'attendaient à ce que tu sois toujours disponible, soumis comme avant. Mais si tu continues à demander la permission de vivre ta vie, tu vas continuer à te trahir pour t'adapter à des endroits où tu n'appartiens plus. Et il n'y a pas de discipline qui survive à l'incohérence. Tu ne peux pas construire une vie ordonnée tout en conservant tout ce qui représente ton désordre. Nettoyer n'est pas une tâche émotionnelle, c'est une décision pratique. Regarde ton agenda, tes habitudes, tes liens, tes conversations quotidiennes, tes réseaux sociaux, tes pensées répétitives. Demande-toi froidement ce qui est oui et ce qui est non. Ce qui te donne de l'énergie et ce qui te la vole. Ce qui te pousse et ce qui te freine. Ce qui est à toi et ce que tu portes seulement par peur de paraître égoïste. Parce que ce n'est pas de l'égoïsme de lâcher ce qui te consomme, c'est de l'amour-propre. Chaque chose inutile que tu élimines est de l'espace que tu récupères pour l'important. Chaque personne que tu laisses derrière avec respect, c'est du temps que tu récupères pour grandir. Chaque habitude que tu coupes, chaque pensée que tu arrêtes de nourrir, c'est un pas de plus vers la version de toi qui ne dépend plus de rien d'extérieur pour se sentir précieuse. Et ça, c'est du pouvoir. Du vrai pouvoir, pas celui qui se montre, mais celui qui se ressent dans le silence de tes décisions. Tu n'as pas à l'expliquer. Tu n'as pas à le faire parfaitement. Tu as juste à le faire avec détermination, parce que personne ne viendra organiser ta vie pour toi. Personne ne te demandera de lâcher ce qui te retient. Cette responsabilité est la tienne. Et si tu te prends vraiment au sérieux dans ta transformation, commence par nettoyer. Élimine le bruit, élimine l'excès, élimine le besoin d'approbation. Parce que chaque chose que tu lâches est une déclaration. Je suis prêt pour ce qui vient.
pas pour rester où je suis. 3. Dire non est aussi un acte de pouvoir. Dire oui tout le temps, c'est comme ouvrir les portes de ta maison à quiconque frappe. Au début, cela semble être de la politesse, puis cela devient une invasion. Et quand tu t'en rends compte, tu ne vis plus dans ton espace, tu vis dans le chaos que les autres ont apporté. Ne pas savoir dire non ne fait pas de toi une bonne personne. Cela fait de toi une personne épuisée, confuse et surchargée de responsabilités qui ne sont même pas les tiennes. Et le pire, c'est que personne ne te remerciera. Parce que celui qui dit toujours oui, on finit par le prendre pour acquis. Être fort, discipliné et respecté ne concerne pas seulement ce que tu fais, mais aussi ce que tu refuses de faire. Et cela commence par fixer des limites. Pas à partir de la colère, mais à partir de la clarté. Le stoïcisme nous enseigne que l'on ne doit pas vivre pour plaire au monde, mais pour agir en cohérence avec ses principes. Si quelque chose va à l'encontre de ce que tu es, de ce que tu crois, de ce dont tu as besoin, alors dire non n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de respect envers toi-même. Mais beaucoup ont du mal. Ils se sentent coupables. Ils craignent de décevoir, de perdre de l'affection ou de la validation. Alors, ils finissent par accepter plus qu'ils ne peuvent gérer, en assumant des tâches qui ne leur incombent pas, en s'engageant dans des conversations qu'ils ne veulent pas avoir et en consacrant du temps, de l'énergie et de l'attention à des choses qui n'apportent rien. Ils disent oui alors qu'à l'intérieur, ils veulent crier non. Et c'est une forme silencieuse de trahison personnelle qui se normalise avec chaque décision. L'habitude de dire non ne s'entraîne pas avec des cris ou des confrontations. Elle s'entraîne avec une fermeté intérieure. Elle s'entraîne chaque fois que tu priorises ta paix mentale plutôt que de vouloir bien paraître. Chaque fois que tu choisis ton projet, ton repos, ta vérité, avant le confort des autres. Parce que si tu ne respectes pas ton temps, personne d'autre ne le fera. Si tu ne fixes pas de limites, l'environnement s'étendra jusqu'à te briser. Dire non signifie aussi reconnaître que tu ne peux pas être partout, que tu n'es pas responsable de tout et que tu ne dois pas être disponible éternellement pour personne. Celui qui se sent offensé parce que tu as commencé à dire non est celui qui profitait de ton silence. Le véritable respect ne repose pas sur ce que tu fais pour les autres, mais sur la façon dont tu restes fidèle à toi-même, même si cela dérange. Dans la pratique stoïcienne, la maîtrise de soi est essentielle. Ne pas réagir impulsivement, ne pas vivre dans la peur, et cela inclut la capacité de refuser sans culpabilité. Si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Si tu ne veux pas parler, reste silencieux. Si tu n'es pas intéressé à continuer dans cette relation, éloigne-toi. Si tu ne te sens pas prêt, dis-le. Tu n'as pas besoin de justifier chaque non. Il suffit que tu le dises à partir d'un lieu de vérité, non de rejet, mais de priorité. Il y a un type de soulagement que l'on ne ressent que lorsqu'on commence à fixer des limites. C'est une légèreté intérieure qui apparaît lorsque tu arrêtes de dire oui pour être aimé et que tu commences à dire non pour te respecter. C'est la paix que tu cherches, même si tu ne le sais pas encore. Elle n'est pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait de te permettre moins. Moins de bruit, moins de pression, moins d'apparence et plus d'espace pour toi. Apprendre à dire non, c'est retrouver ta voie, c'est arrêter de vivre en fonction de l'extérieur, c'est rester ferme sur ton chemin, même si d'autres veulent te détourner. Et oui, cela va déranger. Mais si tout le monde est à l'aise avec toi, tu es probablement mal à l'aise avec toi-même. Alors aujourd'hui, fais-toi une faveur. Dis non quand tu dois dire non. Parce que c'est là que commence le véritable soulagement. Et avec lui, le véritable pouvoir. 4. Planifier, c'est respecter ton objectif. Ton esprit est comme un champ fertile, mais sans semer quoi que ce soit, seules les mauvaises herbes pousseront. L'urgent l'emporte toujours sur l'important lorsqu'il n'y a pas de direction. Et dans un monde saturé de distractions, si tu ne décides pas quand et comment tu vas agir, le temps va s'écouler comme de l'eau entre les mains, te laissant avec la fausse impression que tu as été occupé, alors qu'en réalité, tu n'as fait qu'éviter ce qui compte vraiment. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, mais la plupart ne l'utilisent tout simplement pas avec intention.
Ils vivent coincés entre l'immédiat et l'improvisé, éteignant les incendies qu'ils ont eux-mêmes provoqués par manque d'ordre. L'essentiel ne crie jamais, c'est pourquoi il est si facile de le repousser. Et c'est là que le jeu change. Planifier. Si tu ne l'écris pas, si tu ne le définis pas, si tu ne le programmes pas, alors ce n'est qu'une idée de plus flottant parmi des milliers. Et ce qui n'a pas de place dans ton agenda n'a pas de place dans ta vie. Les stoïciens n'étaient pas improvisés. Ils comprenaient la valeur du temps comme la ressource la plus sacrée. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et cela reste une vérité brutale. Combien de fois as-tu dit que tu allais commencer quelque chose et l'as-tu repoussé parce que tu ne l'as pas ancré dans un jour, une heure, une action concrète? Le désir sans structure est de la fumée. La discipline sans planification se brise. Et le respect de soi commence lorsque ta parole commence à avoir une place dans ton calendrier, pas seulement dans ton esprit. Beaucoup veulent changer, s'améliorer, avancer, mais continuent à laisser leurs priorités à la merci du jour. Ils ne planifient pas leur entraînement, leur lecture, leurs projets, leur repos, mais ils trouvent de l'espace pour ce qui les éloigne de leur objectif. Parce que ce qui est facile s'infiltre lorsque ce qui est important n'est pas réservé. Et c'est ainsi qu'une vie sans direction se construit, où l'extérieur impose le rythme et l'intérieur survit à peine. Planifier n'est pas de la rigidité, c'est de la clarté. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est de la liberté. C'est décider ce qui mérite ton temps et ce qui ne le mérite pas. C'est protéger des blocs de ta journée pour toi, pour ce qui te rapproche de la vie que tu es en train de construire. Parce que si tu ne protèges pas ces espaces, le monde les remplira de déchets, d'urgences étrangères, de distractions vides. Et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard pour récupérer tout ce que tu as repoussé. Mets dans ton agenda ce que tu sais qui compte. N'attends pas d'avoir envie, crée une structure. L'habitude vient après la répétition, pas avant. Ne te laisse pas emporter par l'impulsion du moment. Laisse ton agenda être ton rappel constant de qui tu choisis d'être. Ce n'est pas seulement une liste de tâches, c'est une déclaration de principe. C'est te dire à toi-même, cela a de la valeur, cela ne se négocie pas, cela, je vais le faire. Tu n'as pas besoin d'un agenda parfait, tu as besoin d'une décision ferme. Tu peux utiliser du papier, une application, un tableau, peu importe. L'important est que tes engagements soient hors de ta tête et dans ta journée. Parce que c'est là que le changement commence à prendre forme, non pas dans ce que tu désires, mais dans ce que tu fais. Et non pas dans ce que tu penses, mais dans ce que tu programmes avec intention. Ton agenda est ton reflet. Il montre dans quoi tu investis ta vie. Et si ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux, commence par revoir comment tu utilises tes jours. Parce que si tu ne planifies pas ce qui est important pour toi, tu finiras par être l'esclave de ce qui ne t'importe absolument pas. Ne le laisse pas au hasard. Ce qui n'est pas écrit n'est pas engagé. Et ce qui n'est pas engagé n'existe tout simplement pas. 5. Arrête de procrastiner et affronte ce qui pèse. Procrastiner est comme avoir une fuite dans le toit. Au début, cela ne semble pas urgent. Tu t'habitues au bruit, tu ignores la tâche, tu te convaincs que tu peux vivre avec. Mais un jour, sans prévenir, le toit s'effondre. C'est ainsi que fonctionne la vie aussi. Ce que tu n'affrontes pas s'accumule. Ce que tu repousses te poursuit. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui devient un fardeau silencieux qui draine ton énergie, ta clarté et ton respect de soi. La procrastination n'est pas seulement de la paresse. Souvent, c'est de la peur déguisée en fatigue. C'est la peur du conflit, de l'erreur, de l'effort, du changement. Mais chaque fois que tu choisis la voie facile de remettre à plus tard, tu renforces l'idée que tu ne peux pas y faire face, que tu n'as pas ce qu'il faut. Et peu à peu, tu deviens quelqu'un qui s'adapte au poids au lieu de l'affronter. Ce n'est pas vivre en paix, c'est survivre en évitant. Le stoïcisme enseigne que l'on doit agir conformément à la nature rationnelle. Et repousser ce qui est important, c'est trahir cette nature. C'est mettre le plaisir immédiat au-dessus du but. C'est chercher un soulagement aujourd'hui en échange du chaos de demain.
Marc Aurèle disait que ce qui empêche l'action devient l'action. Autrement dit, ce que tu évites maintenant, c'est précisément ce que tu devrais faire en premier. Il ne s'agit pas de vivre dans un état d'urgence, mais d'agir avec intégrité. La vérité est que nous savons tous ce que nous repoussons. Nous le sentons dans notre corps, dans notre esprit, dans le silence inconfortable qui apparaît lorsque nous sommes seuls. Ce que tu ne fais pas devient un poids mental, et plus tu l'évites, plus il devient grand. Un appel en attente, une conversation difficile, un projet abandonné, une routine que tu as promis de commencer. Tu le sais, et tu continues à le repousser, mais le plus tard n'existe pas. Il n'y a que le aujourd'hui sans décision qui se répète. Sortir de ce cycle ne nécessite pas de motivation, mais du mouvement. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu dois juste le faire. Lève-toi et fais une chose, une seule, la plus inconfortable, celle que tu évites le plus. Et fais-le sans trop y penser, parce que l'esprit trouve 1000 excuses pour ne pas agir, mais le corps comprend l'action. Quand tu l'affrontes, la peur diminue. Quand tu le termines, le poids s'allège. Et quand tu le répètes, la procrastination perd de son pouvoir. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer par ce que tu évites. Parce que ce que tu n'affrontes pas te contrôle. Mais ce que tu affrontes, même si c'est difficile, te libère. L'habitude d'agir rapidement face à l'inconfort est un signe clair de discipline. Et cette discipline devient confiance, estime de soi, ordre réel. Pas celui qui se voit, celui qui se ressent. Arrêter de procrastiner, c'est respecter ton temps. C'est dire à ta vie, je sais ce que tu vaux et je vais en prendre soin. C'est te rendre compte que tu ne peux plus continuer à fuir ce que tu sais que tu dois faire. Parce que le coût de la procrastination est élevé. Elle te vole ta concentration, ton énergie, ta fierté silencieuse d'avoir accompli ce que tu as promis. N'attends pas que tout soit aligné pour agir. Le moment parfait n'arrivera pas. L'inconfortable semblera toujours plus grand dans ta tête que dans la réalité. Mais dès que tu fais le premier pas, tu remarqueras que tu avais plus de force que tu ne le pensais. Et c'est la clé. Affronte ce qui pèse, parce que c'est là que se trouve le changement. Pas dans la facilité, pas dans le confort. Dans ce que tu évites, se trouve ce dont tu as besoin. 6. Mets de l'ordre dans ton esprit avant de mettre de l'ordre dans ton monde. Essayer de mettre de l'ordre dans ta vie sans d'abord mettre de l'ordre dans ton esprit, c'est comme essayer de nettoyer une pièce avec les lumières éteintes. Tu peux déplacer des choses, faire semblant que tout est sous contrôle, mais tu ne vois pas clairement. Et tôt ou tard, tu trébuches. L'extérieur reflète toujours l'intérieur. Peu importe le nombre d'agendas, de routines ou de tâches que tu t'imposes, si ton esprit est saturé, dispersé ou plein de bruit, rien ne restera debout. Tu accumuleras seulement plus de frustration et confondras le mouvement avec le progrès. Personne ne construit de discipline à partir du chaos mental. Tu ne peux pas être fort à l'extérieur si tu te décomposes à l'intérieur. Le désordre ne commence pas dans ta chambre, il commence dans tes pensées, dans le manque de direction, dans les 1000 voix qui crient en même temps en toi, te disant ce que tu devrais faire, qui tu devrais être et qui tu devrais satisfaire. C'est pourquoi, avant de vouloir tout arranger là-bas, arrête-toi et regarde en toi. Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Quelle histoire te racontes-tu? Quelles croyances continues-tu à traîner qui ne t'appartiennent plus? Le stoïcisme ne cherche pas le contrôle total de l'environnement. Il cherche la maîtrise de soi. Épictète le disait clairement, ce n'est pas ce qui se passe qui nous affecte, mais comment nous interprétons ce qui se passe. Et cette interprétation provient de l'esprit. Un esprit embrouillé transforme de petits problèmes en tempêtes. Un esprit calme transforme les tempêtes en décisions. C'est la différence. Et cette différence marque comment tu agis, comment tu décides, comment tu vis. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ton esprit, tu continueras à réagir au lieu de répondre. Tu continueras à te laisser emporter par des impulsions, par des émotions mal digérées, par des pensées automatiques que tu n'as pas remises en question. Et là, il n'y a pas de maîtrise de soi, seulement de l'inertie.
Tu peux faire semblant que tout va bien, que tu es occupé, que tu as des plans, mais à l'intérieur, tu es toujours aussi perdu. Parce que mettre de l'ordre dans le monde sans avoir mis de l'ordre dans l'esprit est un effort vain. Tu n'as pas besoin d'un esprit parfait, tu as besoin d'un esprit conscient, un esprit qui observe ce qu'il pense avant d'agir, qui ne se noie pas dans chaque émotion, qui ne gobe pas chaque pensée comme si c'était une vérité absolue. C'est le véritable entraînement. Parce que la force d'une personne se mesure par sa clarté, pas par son intensité. Et cette clarté ne vient pas seule, elle se cultive, à travers le silence, la réflexion, en te remettant en question ce que tu répètes depuis des années sans réviser. Fais des pauses, non pas pour fuir, mais pour comprendre. Ne remplis pas chaque espace avec du bruit. Apprends à être avec toi-même, sans stimuli, sans distraction. C'est là que commence le véritable ordre. Quand tu peux t'asseoir en silence et écouter ce que ton esprit dit sans réagir immédiatement. Quand tu peux séparer l'urgent de l'important, le vrai de l'imposé, l'essentiel de l'accessoire. C'est alors que tu reprends le contrôle, mets des limites à ce que tu laisses entrer dans ta tête. Toute pensée ne mérite pas d'attention, tout problème n'est pas le tien, toute émotion n'a pas à être obéie. Tu décides de ce que tu nourris, tu décides de ce que tu répètes, tu décides de ce qui te définit. Et ce choix commence chaque matin, chaque fois que tu te réveilles, et décide quel type de pensée tu vas laisser s'installer. Ne sous-estime pas le pouvoir de mettre de l'ordre dans ton esprit. Parce qu'une fois que tu as de la clarté à l'intérieur, mettre de l'ordre à l'extérieur devient naturel. Non pas à partir de l'anxiété, mais à partir de l'intention. Tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec un but. Et ça se sent. Dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu choisis, dans la façon dont tu vis. Alors, avant de continuer à essayer de tout arranger là-bas, arrête-toi et regarde à l'intérieur. Parce que si ton esprit est en chaos, le reste n'est que du maquillage. Et tu n'es pas venu pour vivre en maquillant le désordre. Tu es venu pour te transformer à partir de la racine. 7. Construis une routine qui te soutient, pas qui t'enferme. Une routine peut être comme un exosquelette qui te renforce ou une cage qui te limite. Tout dépend de comment tu la construis. Il ne s'agit pas de vivre piégé dans des horaires rigides, ni de répéter ta journée comme un robot. Il s'agit de créer une structure qui te soutient lorsque les émotions faiblissent, lorsque la fatigue arrive, lorsque la motivation s'évapore. La routine ne doit pas t'asservir, elle doit être ta colonne vertébrale. Il y a des personnes qui rejettent la routine parce qu'elles pensent qu'elle leur enlève leur liberté. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que sans structure, l'esprit se disperse. Et quand il se disperse, il perd de la force. Il n'y a pas de clarté sans ordre. Il n'y a pas de progrès sans répétition. Il n'y a pas de respect de soi si chaque jour tu recommences à zéro, improvisant, t'adaptant au chaos, donnant ton temps au hasard. Le désordre émotionnel naît souvent du désordre dans les actes quotidiens. Le stoïcisme n'était pas l'ennemi de la routine, au contraire, il la considérait comme un outil pour vivre avec un but. Marc Aurèle écrivait tous les jours, réfléchissait tous les jours, méditait sur la mort tous les jours, non par obsession, mais par discipline, parce qu'il comprenait que les habitudes quotidiennes construisent la direction de ton caractère. Ce que tu fais en automatique est ce qui te définit, pas ce que tu penses occasionnellement. Une bonne routine ne consiste pas à faire beaucoup de choses, mais à faire l'essentiel avec constance. Tu n'as pas besoin de remplir chaque minute de ta journée pour te sentir précieux. Tu as besoin de bien choisir quelles activités t'élèvent, t'alignent avec ce que tu construis, te rendent plus fort, plus clair, plus en paix avec toi-même. Cela peut être de l'entraînement, de la lecture, de l'écriture, ou simplement s'asseoir en silence pour réfléchir. L'important est que cela soit aligné avec ton but, pas avec les attentes des autres. Mais attention, car il y a aussi l'autre extrême, la routine qui devient une punition, qui te sert tellement que tu ne vis plus, tu ne fais que survivre en accomplissant des tâches. Cette routine ne te soutient pas, elle t'enferme, elle ne t'élargit pas, elle t'éteint.
Tu n'es pas obligé de la suivre si elle n'a plus de sens. L'objectif n'est pas d'accumuler des habitudes comme des médailles, mais de trouver un rythme qui te maintient connecté avec toi-même, qui te rappelle qui tu es quand tout le reste devient bruit. Ta routine devrait être comme une armure légère. Elle te protège, te donne une structure, mais ne t'immobilise pas. Elle devrait t'aider à ne pas dépendre de la motivation. Parce que la motivation est volatile, mais la répétition disciplinée te porte même si tu n'as pas envie. C'est là que commence le respect de soi, quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même les jours où tu ne te sens pas à 100%. Parce que ces jours-là, plus que jamais, tu as besoin de quelque chose qui te soutient. Ne vis pas au hasard. Ne permets pas que chaque jour se construise à partir de l'improvisation. Parce que quand tout dépend de comment tu te sens, la plupart des jours tu te trahiras. Mais si tu as déjà un système qui t'attend, une structure que tu as conçue avec conscience, alors même les pires jours, tu continueras à avancer. Ne construis pas une cage, construis une base, une routine qui te donne de la force, pas de la pression, qui te donne de la clarté, pas de l'épuisement, qui te soutient comme une main ferme quand ton esprit veut t'abandonner. Parce qu'à ces moments-là, ce que tu as répété avec discipline sera ce qui te relèvera. Et cela n'a pas de prix. 8. Organiser ta vie est ton plus grand acte de respect envers toi-même. Organiser ta vie n'est pas un luxe, c'est une forme d'amour, mais pas un amour tiède, doux, qui se dit beau devant le miroir. C'est un amour ferme, exigeant, qui se démontre par des actions. Parce que tout le monde peut parler de respect de soi, mais tout le monde n'est pas prêt à assumer la responsabilité que ce respect implique. Et cette responsabilité commence lorsque tu prends le contrôle de ce que tu fais chaque jour, lorsque tu choisis de cesser de survivre en pilote automatique et que tu commences à agir avec intention. Beaucoup pensent que vivre de manière organisée est limitatif, comme si la structure leur enlevait leur liberté. Mais en réalité, la véritable liberté naît lorsque tu cesses d'être esclave du désordre. Il n'y a rien de plus épuisant que de vivre en courant après tout, en ayant l'impression que rien n'est sous contrôle, qu'il manque toujours quelque chose, que tout t'accable. Et cela arrive lorsqu'il n'y a pas d'ordre, lorsque chaque domaine de ta vie est régi par l'improvisation, la négligence ou la peur de faire face à ce qui doit être changé. Organiser ta vie ne signifie pas atteindre la perfection. Il ne s'agit pas d'avoir tout impeccable, ni de répondre à des attentes externes, ni de remplir ta journée de tâches pour te sentir productif. Il s'agit de clarté. Il s'agit de te dire à toi-même « Mon temps compte, mon énergie compte, mes décisions comptent » et d'agir en cohérence avec cela. Parce que si tu ne structures pas ta vie avec respect, le monde ne le fera pas pour toi. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité honnête. Pour eux, la vie était courte et le temps était sacré. Ils ne pouvaient pas se permettre de le gaspiller en distractions inutiles ou en habitudes sans but. Ils comprenaient que chaque jour devait être une expression consciente de qui ils voulaient être. Et cela ne se réalise pas à partir du chaos. Cela se réalise à partir de l'ordre. Non pas l'ordre externe comme priorité, mais l'ordre interne comme base. Chaque partie de ta vie a besoin de direction. Tes horaires, ton repos, tes habitudes, tes relations, ton alimentation, tes espaces. Non pas pour remplir une liste, mais pour te sentir fort, clair, maître de toi-même. Parce que lorsque tout est à sa place, tu trouves aussi ta place. Et lorsque tout est en désordre, ton esprit devient le reflet de ce désordre. Ne l'ignore plus. Ne le cache plus avec des excuses. Si ta vie est en désordre, tu dois le regarder en face et décider ce que tu vas faire à ce sujet. Organiser, c'est lâcher ce qui ne s'ajoute pas, établir des limites réelles, prioriser ce qui compte vraiment. C'est arrêter de vivre en éteignant des incendies et commencer à construire avec intention. C'est planifier, décider, nettoyer, affronter, couper, réaffirmer. C'est revenir à toi chaque jour avec engagement. Et cela, même si personne ne le voit, même si cela ne donne pas de like, même si cela dérange beaucoup, c'est du respect. Du vrai respect. Celui qui ne se crie pas, celui qui se ressent. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà que ce n'est pas seulement une question de routine ou d'agenda.
il s'agit de changer de l'intérieur, de prendre les rênes de ta vie avec force, avec courage, avec discipline. Non pas pour impressionner quelqu'un, mais pour arrêter de vivre à moitié, pour arrêter de céder ton pouvoir, pour regarder en arrière dans quelques années et te dire que tu l'as fait sérieusement, que tu l'as fait avec vérité. Alors, n'oublie pas, organiser ta vie est la manière la plus silencieuse et puissante de dire « je me respecte ». Et celui qui se respecte ne se trahit pas, il ne se sabote pas, il ne se laisse pas pour plus tard, il se choisit, il se soutient, il se transforme. Une décision, une habitude, un jour à la fois. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Presque personne ne l'admet, mais la plupart des adultes ne changent pas. Ils s'habituent simplement à de nouvelles distractions et leur prix augmente. Avec le temps, la vie devient une collection d'excuses bien justifiées et de plaisirs immédiats qui ne font que masquer l'usure intérieure. Choisir un loisir semble être un passe-temps, presque un luxe d'adolescent. Mais ce que peu comprennent, c'est qu'avec un engagement sérieux, ce loisir se transforme en un mécanisme brutal de transformation. Je ne parle pas de se divertir, mais de se soumettre à un entraînement personnel où le coût psychologique est réel et le progrès ne se mesure pas en médailles, mais en fractures réparées du caractère. La discipline n'est pas quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on entraîne. Et la concentration, cette capacité à ignorer le bruit et à tenir les promesses que l'on s'est faites, se forge à coups de répétitions inconfortables. Marc Aurèle le disait sans détour, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme de bien, sois-en un. Changer vraiment n'est pas inspirant, c'est inconfortable, répétitif et parfois brutalement ennuyeux. Mais là est le secret, celui qui utilise un seul loisir comme terrain d'entraînement mental finit par développer une confiance et une résilience qui ne s'achètent pas et ne se feignent pas. Chaque jour où tu respectes tes engagements, tu gagnes du pouvoir sur toi-même. Fais ce que tu as peur de faire. Il n'y a pas de raccourci, ni de validation, juste le travail silencieux qui te transforme pendant que le reste reste distrait. La question est simple, vas-tu continuer à remettre à plus tard ton potentiel ou vas-tu l'entraîner? 1. Choisissez un seul hobby avec un but. La plupart des gens ne changent jamais. C'est la vérité inconfortable que personne ne veut entendre. Ils parlent de croissance, d'objectifs, de élargir leur potentiel. Mais la réalité est qu'ils restent les mêmes. Sauf qu'ils distraient maintenant leur inconfort avec des passe-temps de plus en plus coûteux, des écrans plus grands et des excuses plus sophistiquées. Ils ont peur de faire face à ce qu'ils sont parce qu'au fond, ils savent qu'ils n'ont jamais porté le poids du véritable engagement. Ce n'est pas un manque de temps, ce n'est pas que la vie soit trop exigeante, c'est simplement de la lâcheté face à l'effort soutenu et à l'inconfort. Et c'est ici que tu dois décider. Vas-tu continuer à acheter des distractions ou vas-tu vraiment investir en toi-même? Choisis un seul hobby avec un but clair. Pas 2, pas 3, pas 20 à moitié. 1. Parce que disperser ton énergie dans 1000 directions ne fait que te permettre de ne jamais avoir à faire face au fait que tu ne supportes pas le processus de devenir bon dans quoi que ce soit. Les gens passent d'un intérêt à un autre parce que cela leur permet de nourrir l'illusion qu'ils progressent, alors qu'en réalité, ils fuient simplement la discipline. Transformer un hobby en ton champ d'entraînement personnel est brutal. Cela exige de s'exposer à la frustration, à la médiocrité initiale, à la lente et douloureuse construction d'une véritable compétence. Ce n'est pas ce que fait la plupart des gens. La plupart préfèrent se justifier « je n'ai pas de talent ». Je n'ai pas de temps, ce n'est pas pour moi. Toutes ces phrases sont des mécanismes mentaux pour éviter de payer le prix de la croissance. La seule façon de te renforcer de l'intérieur est de te soumettre, chaque jour, à l'inconfort de la pratique délibérée. Il ne s'agit pas de divertissement ni de remplir le temps libre. Il s'agit d'utiliser le hobby comme un outil pour forger discipline, concentration et caractère.
Celui qui va à la salle de sport, mais seulement quand il en a envie, n'entraîne ni son corps, ni son esprit. Il nourrit son ego avec un faux sentiment d'accomplissement. Celui qui ouvre un livre et le laisse à moitié parce que ça ne l'a pas accroché, renforce sa dépendance au plaisir immédiat. Si tu veux des résultats réels, tu dois cesser de négocier avec ta propre paresse. La discipline est froide et peu attrayante, mais c'est le seul investissement émotionnel qui ne perd jamais de valeur. Sois brutalement honnête. Si tu ne peux pas t'engager dans un seul hobby pendant 6 mois, tu ne vas pas non plus maintenir des relations profondes, ni des projets à long terme, ni supporter le poids de tes propres attentes. C'est aussi simple que cela. L'autodiscipline ne se construit pas en rêvant de l'avenir, mais en supportant l'ennui et le rejet intérieur jour après jour. Marc Aurèle l'a dit, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Mais ces pensées s'entraînent. Elles n'apparaissent pas par inspiration divine. Et elles s'entraînent lorsque tu décides que quoi qu'il arrive, aujourd'hui tu vas pratiquer, aujourd'hui tu vas avancer même d'1 millimètre. Aujourd'hui, tu ne vas pas céder à la partie de toi qui ne cherche que le confort. Tu n'as pas besoin de talent, tu as besoin de courage pour soutenir le processus. Choisis un hobby et fais-en ton laboratoire d'amélioration personnelle. Éteins le besoin de validation externe. Arrête de chercher des prétextes. L'excuse est une dette qui s'accumule dans ton caractère. Choisis, engage-toi et ose porter le poids du processus. Ce n'est qu'ainsi, dans 6 mois, que tu seras quelqu'un de différent. Personne ne va te donner de la discipline. Personne ne croira en toi plus que toi-même. Soit tu t'entraînes dans l'inconfort, soit tu restes piégé dans la médiocrité. C'est la ligne. Entraîne-toi ou répète. À toi de décider. 2. Engage-toi pendant 6 mois sans distraction. Tu te lèves, vérifie ton téléphone avant de sortir du lit, tu te promets qu'aujourd'hui, tu vas avancer dans ce projet personnel, mais la journée se dilue entre messages, tâches à faire, petites urgences et une fatigue qui ne semble jamais justifiée. Tu arrives le soir avec la sensation qu'il te manque quelque chose, même si tu ne sais pas bien quoi. C'est la routine de millions de personnes, un cycle d'intentions brisées, des distractions que tu justifies et des excuses qui maquillent ton manque de décision. Et non, ce n'est pas de la malchance, ni une vie trop agitée. C'est le mécanisme invisible qui te maintient au même point, année après année, déguisant l'absence de progrès avec des obligations et des responsabilités que toi seul décides de prioriser. C'est ici que commence le véritable conflit intérieur. Quand tu réalises que le plus grand obstacle n'est pas le monde extérieur, mais ton incapacité à t'engager vraiment dans une seule chose. L'engagement réel dérange parce qu'il exige que tu te dénudes devant ta propre médiocrité. En te décidant pour un seul hobby pendant 6 mois, tu te débarrasses de tous les refuges mentaux. Tu ne peux pas dire que tu n'avais pas d'option. Tu ne peux pas te distraire en passant d'une tentative à l'autre. Tu ne peux pas blâmer le manque de temps ni la variété infinie de stimuli. Tu fais face au poids de ta promesse, et ce poids ne se partage pas, tu le portes seul. L'esprit, habitué à fuir lorsque l'exigence augmente, va chercher n'importe quel prétexte pour te saboter. Tu vas ressentir l'envie de vérifier ton téléphone au milieu de ta pratique, de reporter une séance, parce que, aujourd'hui, tu n'as pas envie de te justifier par la fatigue ou le manque de résultats immédiats. C'est là que la plupart abandonnent. Mais si tu parviens à rester ferme, tu commences à remarquer une fracture dans tes anciens schémas. La discipline n'est pas un talent. C'est le résultat de résister à la tentation d'abandonner chaque jour. Pendant ces 6 mois, le véritable entraînement ne se produit pas seulement dans le hobby choisi. Il se déroule dans le dialogue intérieur que tu entretiens avec toi-même. Tous tes doutes, tes croyances limitantes, ce filtre interne qui déforme ce que tu peux accomplir et ce qui vaut la peine d'être essayé, apparaissent. L'engagement soutenu révèle à quel point tu es prêt à porter le poids de ta propre parole. Il n'y a pas de témoins, pas d'applaudissements, pas de récompense immédiate. Il ne reste que l'exercice quotidien de faire ce que tu as dit que tu allais faire, même si personne d'autre ne le remarque. C'est là que se forge le caractère, non pas dans les grands moments d'inspiration, mais dans la répétition silencieuse de petits actes qui s'accumulent.
Cesser de changer de direction chaque fois que quelque chose devient inconfortable est la base de la véritable confiance. La confiance en soi n'est pas une sensation magique qui apparaît lorsque tu réussis. C'est la conséquence de te prouver encore et encore que tu peux tenir une décision même si cela fait mal, même si c'est ennuyeux, même si le monde t'offre 1000 raisons de te distraire. Chaque jour où tu tiens bon, tu règlements une dette envers toi-même. Chaque jour où tu échoues, la dette grandit et ton caractère en souffre. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit d'autre. Tu es le seul témoin du processus. La transformation se produit lorsque tu décides que ta parole compte vraiment, et il n'y a pas de retour en arrière. 6 mois semblent beaucoup jusqu'à ce que tu regardes en arrière et que tu vois combien de temps tu as perdu dans des distractions qui ne t'ont laissé que du vide. Personne ne peut te rendre ces heures, mais tu peux investir les prochaines dans un engagement réel. Ce qui est difficile, ce n'est pas de commencer, mais de tenir bon. Ce qui est impossible, ce n'est pas de s'améliorer, mais de cesser de te trahir. La discipline est la forme la plus pure du respect de soi. Entraîne-la. Personne d'autre ne le fera pour toi. 3. Utilise la discipline comme outil quotidien. Je vais être honnête, la discipline ne m'a jamais semblé naturelle. J'ai toujours ressenti cette résistance intérieure, ce mécanisme qui essaie de négocier un peu plus de confort, qui filtre chaque décision à travers le prisme de ce qui est le plus facile ou le plus agréable sur le moment. L'esprit crée des excuses sophistiquées, justifie les procrastinations et, sans que tu t'en rendes compte, tu commences à te convaincre qu'il est normal de céder aux moindres fatigues, que tout le monde le fait. Le conflit est là, tu veux changer, mais en même temps, une partie de toi défend à mort ton ancien moi, celui qui préfère ce qui est sûr et prévisible. La discipline ne naît pas de l'inspiration, ni n'est le résultat d'une motivation soudaine. C'est en réalité une décision quotidienne de ne pas te laisser manipuler par les automatismes internes qui cherchent à t'épargner des efforts. C'est l'inconfort fondamental, savoir que tu peux choisir et pourtant, souvent, tu préfères ne pas le faire. C'est la racine, le reste ne sont que des ornements mentaux pour justifier l'inertie. En décomposant la discipline dans son essence, tu vois qu'il ne s'agit pas seulement de force de volonté momentanée, mais de construire un système où tes actions se répètent malgré ton état émotionnel. Lorsque tu traites la discipline comme un outil et non comme une vertu magique, tu cesses de dépendre de la motivation et commences à concevoir ton environnement, tes horaires et tes priorités pour te pousser à agir même quand tu ne le souhaites pas. L'erreur la plus courante est de penser que tu dois te sentir inspiré, alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'un protocole clair. Une heure fixe, un espace défini, une règle inébranlable. Le muscle de la discipline se renforce chaque fois que tu tiens une petite promesse, même si elle est inconfortable ou ennuyeuse, et s'atrophie chaque fois que tu te permets de la rompre sans conséquences internes. Personne ne te punira si tu échoues, mais ta confiance en toi s'érode en silence. Chaque choix trace une ligne invisible. Soit tu renforces ton engagement, soit tu augmentes ta dette envers ton propre caractère. La discipline quotidienne est une carte mentale qui sépare ce que tu veux de ce que tu fais réellement. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. Des moments où tu as cédé à la paresse, des excuses qui se répètent sous différentes masques, des justifications qui ne fonctionnent que dans ta tête, mais que, au fond, tu sais être de l'auto-tromperie. Utiliser la discipline comme outil signifie identifier ses points de fuite, anticiper tes propres pièges et bloquer les accès aux excuses. Il ne s'agit pas de devenir un robot ni d'éliminer le plaisir, mais de prendre le contrôle des décisions qui comptent vraiment. Le véritable pouvoir réside dans l'automatisation de ce qui te coûte le plus, afin que la friction soit minimale et l'avancée inévitable. Si tu dépends uniquement de la force de volonté, tu seras condamné à des cycles d'enthousiasme et d'abandon. Mais si tu transformes la discipline en une habitude structurée, ton progrès cesse d'être volontaire et devient une conséquence inévitable. Voici la ligne emblématique. La discipline est l'architecture de ta vie, pas un acte héroïque isolé.
Choisis chaque jour de renforcer cette base, même lorsque le corps ou l'esprit demandent une trêve. La différence entre ceux qui changent et ceux qui ne le désirent que, ce n'est ni le talent ni la chance, mais la capacité d'appliquer la discipline comme un outil quotidien, stratégique, presque désengagé. Il ne s'agit pas de te sentir invincible, mais de réduire la marge d'erreur, de laisser moins de place à l'auto-tromperie. Lorsque tu utilises la discipline de cette manière, chaque jour devient un petit investissement qui, accumulé, transforme non seulement ta relation avec le loisir, mais aussi ta perception de toi-même. Le respect de soi n'est pas un cadeau ni une émotion spontanée, c'est le solde positif de centaines de décisions inconfortables que tu as choisi de maintenir. La discipline quotidienne est la seule garantie que le changement ne sera pas seulement une idée, mais une réalité tangible. 4. Transforme la routine en entraînement mental. Tu traverses la ville aux heures de pointe, entouré de gens qui avancent en mode automatique, visage figé, regard perdu, chacun piégé dans le circuit de ses propres habitudes. Les feux de circulation rythment le temps, la foule se déplace par inertie et chaque geste semble programmé. Le café servi à la même heure, les mêmes pas jusqu'à la station, le salut mécanique au portier. Mais ce que peu de gens remarquent, c'est que cette routine, répétée jour après jour, n'est pas seulement une succession d'actes sans sens. C'est une salle de sport invisible où l'esprit s'endort ou se renforce selon l'usage que tu en fais. Certains traversent leur journée comme s'ils marchaient sur un tapis roulant, sans questionner le trajet, sans se rendre compte que chaque décision, si petite soit-elle, est une opportunité pour entraîner la volonté. D'autres, en revanche, transforment la monotonie en leur champ d'essai, choisissant consciemment chacun de ces actes pour aiguiser leur autodiscipline. Pense aux petits gestes. Fermer la porte avec précision, organiser ton bureau avant de commencer, préparer le petit déjeuner sans laisser de désordre. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la présence. Lorsque tu abordes la routine avec attention, chaque mouvement devient un exercice d'intention. Les mains ne bougent pas seulement par habitude, mais parce que tu décides d'exercer un contrôle sur le détail. L'esprit, au lieu de vagabonder en pilote automatique, se concentre sur l'action. Et c'est là que se produit le véritable entraînement. Tu n'as pas besoin de faire de ta vie une séquence de grandes réalisations. Il suffit de traiter tes répétitions quotidiennes comme des répétitions mentales, conscientes, où l'objectif est de gagner en clarté et en fermeté dans le petit pour ensuite le maintenir dans le grand. Beaucoup se plaignent que la vie est ennuyeuse, que la routine les consume, mais en réalité, c'est le manque de concentration qui vide chaque jour de son sens. Si tu transformes les moments quotidiens en petits défis de discipline, la routine cesse d'être une condamnation et devient un atelier silencieux d'amélioration personnelle. Celui qui parvient à maintenir sa concentration en lavant la vaisselle, celui qui respire profondément avant de répondre à un message irritant, celui qui s'assoit pour planifier la semaine sans regarder son mobile toutes les 2 minutes, entraîne une force intérieure qui ne s'achète pas et ne se hérite pas. L'excellence n'est pas réservée aux occasions spéciales, mais se construit dans la répétition impeccable de l'ordinaire. L'entraînement mental commence lorsque tu cesses de chercher des excuses pour te distraire et que tu assumes que chaque interruption est un test de ton autocontrôle. Il n'est pas nécessaire de résister à la tentation de ce qui est facile seulement lorsque tu pratiques ton hobby. La bataille se livre à chaque instant, en décidant quand tu te lèves, comment tu réagis à un imprévu, si tu termines une tâche ou si tu la laisses inachevée. L'autocontrôle se renforce dans ces détails, comme le muscle qui se durcit à chaque répétition bien faite. N'attends pas que la motivation te réveille. Utilise la monotonie comme le terrain fertile où planter la graine de la force. Transforme ta routine en ton laboratoire personnel. Chaque action consciente compte. Chaque tentation résistée laisse une empreinte sur ton caractère. Si tu es capable de t'entraîner dans l'ennui, tu pourras rester ferme dans la difficulté. C'est la différence entre celui qui répète sa vie en boucle et celui qui utilise chaque jour comme un échelon. Ta routine n'est pas ta condamnation, c'est ton outil.
Si tu l'utilises bien, tu cesses d'être victime du temps et tu deviens l'architecte de ta propre esprit. L'excellence se cache dans le quotidien. La répétition consciente est le véritable entraînement. 5. Persiste sans chercher une validation externe. Le besoin d'approbation est la plus grande chaîne invisible que tu portes. Si ton engagement dépend des applaudissements, tu ne construiras jamais rien de valable. C'est ici que la plupart échouent. Ils commencent motivés, avancent tant qu'ils reçoivent des éloges ou quelques likes, mais dès que l'écho s'éteint, la volonté s'effondre. Pour qui fais-tu ce que tu fais? Si ta réponse est « pour être reconnu », tu as déjà perdu. Le véritable entraînement se déroule dans l'obscurité, quand personne ne regarde, quand le seul témoin est tu et la voix intérieure qui exige toujours d'abandonner. Si chaque séance de pratique, chaque page lue ou chaque kilomètre couru dépend du regard des autres, alors tu es esclave de la validation et non maître de ton processus. Et le pire, la validation ne dure jamais. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on t'oublie. Et il ne reste que la déception d'avoir trahi ton propre jugement pour plaire aux autres. L'addiction à l'approbation est un mécanisme mental qui te fragilise en silence. Tu t'habitues à mesurer ta valeur par des signaux externes, et chaque fois que tu ne les reçois pas, la motivation s'effondre. C'est ainsi que se construisent des habitudes fragiles, celles qui ne fonctionnent que tant que l'environnement les récompense. Mais la discipline qui transforme ne se négocie avec le regard de personne. Je te le répète, si tu as besoin de témoins pour accomplir, tu es perdu. Le respect de soi ne s'achète pas avec des likes, ni la résilience ne se forge à coups de reconnaissance. Tu dois choisir entre être un produit pour la consommation des autres ou devenir l'architecte de ta propre vie. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque fois que tu cherches une validation, tu remets une partie de ton pouvoir. Chaque fois que tu te soutiens seul, tu élèves une structure interne que personne ne peut renverser. Voici la ligne. Fais le même si personne ne t'applaudit. Fais-le précisément parce que personne ne l'attend de toi. C'est la base du caractère. Persister dans le processus même, quand personne ne le voit, quand il n'y a ni médaille, ni caméra, ni mots d'encouragement. C'est là que se séparent ceux qui changent de ceux qui agissent seulement pour la galerie. Le monde est rempli de gens qui commencent fort et s'éteignent rapidement, qui font du bruit et disparaissent ensuite parce qu'ils ne supportent pas la solitude du véritable engagement. Si tu décides de t'entraîner seulement pour impressionner, tu ne supporteras jamais l'ennui, la fatigue, le jour où personne ne demande tes progrès. Mais si tu t'habitues à avancer sans témoin, alors tu crées une inertie interne qui ne dépend pas de facteurs externes. C'est ce qui transforme un hobby en un entraînement brutal. Le silence, l'absence de public, le vide qui t'oblige à confronter si ce que tu fais a du sens pour toi, pas pour les autres. Ton processus n'a pas besoin d'audience. Il a besoin de cohérence. La validation interne est la seule qui ne périme pas. Je te mets au défi. Tiens 6 mois sans publier chaque réalisation, sans partager chaque progrès, sans attendre que quelqu'un te félicite pour être resté ferme. Là, tu verras de quoi tu es fait. Si tu parviens à maintenir l'habitude quand personne ne t'observe, alors tu construis vraiment une confiance authentique. La discipline ne se négocie pas avec le monde, elle se négocie avec toi, en privé, sans témoin, sans promesses vides, sans faux applaudissements. Ce qui compte, c'est la loyauté envers ta parole, pas la réaction des autres. Arrête de mendier reconnaissance, fais-le en silence, fais-le de manière inconfortable, fais-le parce que tu as déjà compris que l'applaudissement est un analgésique bon marché et temporaire, mais le respect de soi est un investissement qui ne perd jamais de valeur. Si tu peux entraîner ton esprit à persister sans chercher d'approbation, rien ni personne ne pourra te freiner. Le travail invisible est celui qui construit la force visible. L'excellence naît lorsque tu décides d'être ton propre juge. 6. Apprends à apprécier l'effort soutenu. La plupart des gens n'apprennent jamais à apprécier l'effort. Ils ne le tolèrent qu'avec ressentiment et espèrent qu'il se termine le plus vite possible. C'est la dure vérité que presque personne ne reconnaît. Nous associons le travail intense à une punition, à un péage inévitable, vers une récompense toujours lointaine.
Mais tant que tu continues à voir l'effort comme un ennemi, tu ne changeras jamais vraiment. Il y a un piège mental installé depuis des années. Tu crois que la vie se divise entre ce qu'il faut faire et ce que tu veux faire, entre le devoir et le plaisir. C'est pourquoi le loisir devient une caricature de distraction, quelque chose que tu utilises pour fuir, pas pour construire. Le problème est que l'effort soutenu, ce processus inconfortable, répétitif, parfois ennuyeux, est la seule voie réelle de transformation. Et si tu n'apprends pas à lui donner un sens, tout ton progrès sera une façade précaire, fragile, face à toute tentation d'abandon. L'effort soutenu révèle la relation que tu as avec toi-même de manière brutale. Lorsque la motivation se dissipe et qu'il ne reste que la routine, toutes les voix intérieures apparaissent, essayant de négocier une sortie facile. Tu commences à te demander si cela en vaut la peine, tu répètes le vieux discours de « ce n'est pas pour moi », où tu cherches de petites gratifications pour anesthésier la fatigue. Mais là est la différence. Tandis que la plupart se rendent face à l'inconfort, quelques-uns apprennent à le redéfinir. Ce n'est pas du masochisme ni du romantisme de la souffrance. C'est accepter que l'effort n'est pas l'ennemi, mais le filtre qui sépare la fantaisie du véritable accomplissement. Chaque fois que tu ressens l'envie d'abandonner et que tu restes ferme, tu marques une fracture dans le schéma d'auto-indulgence qui t'a freiné toute ta vie. Apprendre à apprécier l'effort ne signifie pas que tu cesses de ressentir de l'épuisement ou de la frustration. Cela signifie que tu cesses de te battre contre l'inconfort et que tu commences à le voir comme un signe d'avancement. La douleur du progrès, la fatigue après une séance intense, l'esprit saturé après une heure de pratique délibérée, tout cela est un investissement émotionnel qui t'appartient. Une marque que tu as choisi de tenir une promesse interne quand il était plus facile de l'abandonner. Le véritable plaisir n'est pas dans le résultat immédiat, mais dans le fait de devenir quelqu'un capable de supporter le poids de l'effort sans se briser ni négocier avec sa paresse. C'est la confiance que personne ne peut te donner, la certitude que tu peux résister, avancer et te reconstruire dans le processus. Au fond, apprécier l'effort est un changement d'identité. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui ne poursuit que des gratifications passagères et tu te reconnais comme un architecte de ton caractère. Tu réalises que chaque jour difficile est une occasion de régler ta dette envers toi-même, de te prouver que ta parole compte plus que ton état d'esprit. La fatigue n'est plus une excuse, c'est un signe que tu as atteint une limite et que maintenant tu peux la pousser un peu plus loin. Chaque répétition inconfortable, chaque minute supplémentaire est une déclaration silencieuse de respect de soi. N'attends pas que l'effort disparaisse. Cela ne va pas arriver. Ce que tu peux changer, c'est la façon dont tu l'interprètes. L'effort soutenu est la seule monnaie valable pour acheter une transformation réelle. Entraîne-toi à ressentir de la fierté, pas seulement du soulagement, lorsque tu termines ce que tu t'es fixé. C'est l'une des lignes emblématiques. L'effort est ta signature, pas ta condamnation. Si tu apprends à apprécier le processus, même si c'est juste un peu plus chaque jour, tu deviens indestructible de l'intérieur. Parce qu'au final, la vie ne récompense pas le confort. Elle récompense la capacité à soutenir l'effort quand les autres cherchent des raccourcis. La véritable satisfaction n'est pas dans le résultat, mais dans le type de personne que tu deviens en persévérant. 7. Observez vos progrès, pas vos excuses. Vous vous trouvez devant le calendrier de votre téléphone, repassant mentalement ce que vous avez fait la semaine dernière. Vous voyez des tâches barrées, d'autres en attente, et vous vous convainquez d'avoir été occupé. Mais si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas préciser un réel avancement, juste une accumulation d'activités. Le cerveau se spécialise dans la protection contre l'inconfort. Au lieu de vous montrer le vide de progrès, il vous livre un récit confortable, plein d'explications sur pourquoi ce n'était pas le bon moment, pourquoi il y avait trop de travail ou pourquoi vous n'avez pas bien fonctionné. C'est ainsi que fonctionnent les excuses. Ce sont des pansements mentaux qui cachent l'inconfort de ne pas avancer, justifient l'inaction et vous permettent de rester dans la même situation sans culpabilité. Ce mécanisme est si subtil que souvent,
Vous ne remarquez même pas que vous l'utilisez. Vous pensez simplement que vous avez eu une semaine difficile, alors qu'en réalité, vous avez juste cédé à l'inertie. Regarder vos progrès avec honnêteté est inconfortable car cela exige de démonter ces histoires. Il ne s'agit pas de vous flageller, mais d'analyser froidement les faits. Y a-t-il eu un avancement concret ou juste un mouvement superficiel ? Votre esprit essaiera de vous distraire avec des détails sans importance, avec les petites réussites qui, au fond, ne changent rien. Mais c'est là que l'approche stoïque fait la différence. Ne vous demandez pas à quel point vous avez été occupé, mais à quelle distance vous êtes de la version de vous-même que vous souhaitez construire. Mesurer les excuses est facile, tout le monde le fait. Mesurer le progrès nécessite du courage, car cela signifie affronter le poids de vos véritables décisions. Chaque fois que vous choisissez de vous justifier au lieu d'analyser les résultats, vous renforcez l'habitude de l'auto-indulgence. Et avec chaque répétition, le muscle du caractère s'affaiblit un peu plus. La carte mentale est claire. Vous avez 2 routes. La première est le cercle vicieux de l'excuse, où chaque échec est vêtu d'explications et chaque jour perdu se déguise en circonstances inévitables. Là, il n'y a pas de transformation, juste une répétition de schémas. La seconde, plus brutale mais plus efficace, est la route de l'observation objective. Enregistrez ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait, sans embellissement, sans détour. C'est ici que se joue le véritable changement. Si vous ne surveillez que vos justifications, vous finissez piégé dans une cage invisible. Si vous vous concentrez sur le suivi de vos progrès, aussi minimes soient-ils, vous commencez à construire une base de confiance qui ne dépend pas de la perfection, mais de preuves concrètes. L'habitude d'observer vos progrès vous oblige à sortir du pilote automatique. Enregistrer des avancées, même petites, est un investissement émotionnel qui vous montre que le processus fonctionne, même lorsqu'il n'y a pas de résultats spectaculaires. Voici l'une des lignes emblématiques. Le progrès est la seule excuse acceptable. Tout le reste est auto-illusion. Vos mécanismes de défense interne vont essayer de saboter cet exercice. Ils vont vous rappeler vos fatigues, vos obstacles, les fois où personne ne vous a soutenu. Mais le progrès ne négocie pas avec les excuses, seulement avec les faits. C'est pourquoi, à la fin de chaque semaine, la question stratégique n'est pas « Pourquoi n'ai-je pas avancé davantage ?», mais « Qu'ai-je fait qui m'a réellement rapproché de mon objectif ?» Cette différence change le filtre de ce que vous voyez. Vous cessez de chercher des coupables et commencez à chercher une direction. Le suivi honnête de votre avancement transforme votre relation avec le hobby choisi. Il ne s'agit plus d'impressionner qui que ce soit, ni de respecter une routine vide. Il s'agit de construire une preuve interne que votre parole a du poids. Chaque avancée, aussi petite soit-elle, est une fissure dans le masque de l'auto-justification. Si vous voulez cesser d'être l'otage de vos propres excuses, faites de l'observation du progrès votre habitude principale. Le temps passe de la même manière. Soit vous le remplissez d'excuses, soit vous en faites la preuve de ce dont vous êtes capable. Personne d'autre ne peut consulter cet enregistrement à votre place. C'est la ligne. Progrès mesuré, excuses vaincues. C'est ainsi que l'esprit s'entraîne à ne pas revenir en arrière. 8. Fais de l'engagement une identité propre. Je vais admettre quelque chose d'inconfortable. Il y a des matins où je me vois accomplir le rituel habituel, respecter les horaires, les tâches, les salutations et les routines. Mais à l'intérieur, je sens que je ne suis qu'en train de suivre un script emprunté, un script qui se répète parce que c'est plus facile que de décider vraiment qui je veux être. Je marche dans la maison en ramassant les mêmes choses que d'habitude. Je fais du café, je range le même bureau, je vérifie les notifications comme si ces signaux externes me disaient qui je suis aujourd'hui. Et pourtant, à peine je m'arrête, je remarque l'absence de quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas d'identité propre derrière ces actions, juste une séquence d'habitudes qui pourrait appartenir à n'importe qui. C'est une sensation froide, comme si l'engagement n'était qu'un déguisement que je mets quand il le faut, mais que j'enlève dès que personne ne regarde.
La vérité, c'est qu'il est difficile d'assumer le poids d'une identité construite sur un engagement réel. Il est beaucoup plus facile de se laisser porter par le courant, de faire ce qui est juste seulement quand l'environnement l'exige, de permettre que ta parole ait de la valeur seulement à moitié. S'observer de l'extérieur à ces moments-là est troublant. On voit ses mains bouger en automatique, ses yeux chercher une distraction, son corps suivre la routine sans conviction. Il n'y a pas de tension dans les muscles parce qu'il n'y a pas de véritable pari interne, juste une succession de gestes qui simulent un avancement. C'est quand tu choisis, une fois pour toutes, que l'engagement ne soit pas seulement une action répétée, mais un trait de ton caractère, que tout change. Il ne suffit pas de faire quelque chose pendant 6 mois. Le véritable saut se produit quand tu décides que la discipline, l'autocontrôle et la persévérance ne sont plus seulement des outils, mais la base de ce que tu es. Ce n'est pas une médaille que tu accroches après avoir accompli. C'est la structure invisible qui définit chaque décision, même dans l'invisible, quand personne n'exige rien, quand tu pourrais céder et que personne ne te le reprocherait. Fais l'essai. La prochaine fois que tu te sens tenté de sauter la pratique, de reporter l'effort ou de chercher une excuse raisonnable, observe le micro-geste qui accompagne cette décision. Cela peut être aussi simple qu'un soupir, un regard au plafond, le corps qui s'enfonce un peu plus dans la chaise. C'est le signal physique que ton engagement est en train d'être négocié, dilué, vendu à bas prix. Si tu parviens à identifier cet instant et qu'au lieu de céder, tu choisis de te maintenir ferme, même si c'est inconfortable, tu es en train d'entraîner quelque chose de bien plus profond que la constance. Tu fais de l'engagement ton identité. La différence est brutale. Il y a ceux qui s'engagent par peur, par inertie, par pression externe, et il y a ceux qui s'engagent parce qu'ils ne se permettent pas de se trahir, parce qu'ils ne négocient plus le poids de leurs paroles. Faire de l'engagement ton identité signifie que la personne que tu es et celle que tu dis être cessent d'être séparées. Il n'est pas nécessaire de forcer l'habitude, car ce n'est plus une simple routine. Elle est intégrée dans ta manière de te déplacer, de parler, de décider. Les détails changent, la façon dont tu organises ton temps, la manière dont tu réponds à la paresse, la capacité de soutenir le processus même quand personne ne le valide. L'engagement cesse d'être un objectif et devient un filtre. Tout ce qui n'est pas aligné avec cette base ne passe tout simplement pas. C'est là que tu découvres que la véritable force réside dans le choix, encore et encore, de la version exigeante de toi-même. Même si l'environnement invite à l'inverse, tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas à le partager. L'engagement authentique se manifeste dans la cohérence silencieuse, dans la manière dont tu tiens ta promesse loin des regards, dans la solidité interne qui se reflète dans les petits gestes quotidiens. Faire de l'engagement une identité propre est la différence entre vivre à l'essai et vivre sérieusement. Ce n'est pas une posture, c'est une évidence quotidienne. La ligne emblématique est celle-ci. Tu es ce que tu soutiens quand personne ne t'y oblige. Fais de l'engagement ta signature et non ton prétexte. Quand tu te construis ainsi, tu cesses de chercher des raisons de continuer et tu deviens la raison même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.